À ma gauche, Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks. À ma droite, Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron. Le combat des poids lourds peut commencer avec Margot Robbie et Liam Neeson en arbitre des élégances. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du plus grand cinéma du monde, Hugh Jackman fait son cirque. Tom Hanks et Meryl Streep dévoilent un scandale d'État. Christophe Lemaire nous raconte le magazine Starfix. Et Margot Robbie fend la glace. Le casting est à 1000 milliards de dollars. Vertige, illumination, fondu au noir. Qu'est-ce qui fait courir Steven Spielberg? Sûrement pas les billets verts. Le réalisateur est à la tête d'une véritable fortune. C'est l'amour du cinéma, bien sûr, qui maintient en forme le génial septuagénaire. Son envie intacte de nous raconter de bonnes histoires. On le retrouvera dans 2 mois à la barre du futuriste Ready Player One. Mais cette semaine, Spielberg regarde dans le rétro avec Pentagon Papers à la une de ce journal des sorties. Je peux vous poser une question purement théorique? Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. Vous vous êtes procuré le rapport? C'est en cours. La presse comme contre-pouvoir. L'idée traverse Pentagon Papers au long de 2 heures rapides comme l'éclair. En avant-plan, la directrice d'un journal et son rédac-chef alertent sur un scandale d'État à la portée dévastatrice. Spielberg en profite pour apporter sa contribution à la vague féministe actuelle. C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Je pense que c'est une histoire qui peut inspirer les femmes parce qu'on y voit l'héroïne grandir dans l'exercice de son travail. C'est merveilleux, à cette période et à travers cette prise de décision qui était la publication ou non des Pentagon Papers, de voir cette femme s'affirmer. Une fois qu'elle a été capable de prendre la bonne décision, elle a radicalement changé, jusqu'à devenir une toute autre personne. Tous ces mensonges. Il faut que cette époque soit révolue. Steven Spielberg déploie des trésors de mise en scène dans un film qui renvoie au cinéma américain des 70s. Et puis il y a Meryl Streep qui trône là-haut, jamais aussi surprenante que quand on croit tout connaître d'elle. Que se passera-t-il si nous ne publions pas? On sera perdant. Le pays sera perdant. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham? Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Avec l'arrivée imminente de notre enfant, je sentais qu'il me fallait de vraies réponses. Damon Guémo, avec la voix de Ken Kojandi en VF, se met en scène dans Sugarland, un documentaire sur l'industrie du sucre. Si la forme surprend entre scénettes rigolotes et guest stars hollywoodiennes, le fond fait penser à Super Size Me, avec son héros qui s'impose un régime horrible. Avec un constat final attendu, le sucre, c'est mal. Le sucre n'est pas mauvais en soi. Mais la vie est tellement plus belle quand on s'en débarrasse. Vous devez connaître tout le monde. Les habitués, en tout cas. Tentons une expérience. Une expérience? Il s'agit de répondre à une simple question. Laquelle? Quel genre d'homme êtes-vous? Tout à coup, une inconnue manipulatrice accoste Michael dans le train de banlieue qu'il prend tous les jours. La virée quotidienne se transforme alors en enquête forcée, comme un Cluedo géant saupoudré de scènes d'action plus grandes que la vie. Hercule Poirot s'est fait porter pâle, mais Liam Neeson, toujours plus minéral, gère comme un chef. Un acte explosif de plus dans la carrière de l'acteur irlandais. Vous avez jusqu'au prochain arrêt pour décider. Quel genre d'homme êtes-vous? Est-ce que Starfix, ça vous dit quelque chose? Comprenez bien que je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Starfix, le magazine culte, fête ses 35 ans cette semaine. Avec nous pour en parler, un amoureux du cinéma bis, un journaliste culte lui aussi, présentateur des soirées double affiche Starfix tous les mois sur Paramount Channel et qu'on ne rendra jamais non au plat pays qui est le sien. Merci Christophe Lemaire d'avoir accepté notre invitation. De rien une fois. Moi, j'aurais pas osé la faire. Dis-moi, Christophe, pourquoi 35 ans après les débuts de Starfix, on en parle encore? On était une bande de jeunes cinéphiles fous, même de cinéphages, parce qu'on s'intéressait à tout, on allait tout voir. C'est vrai que la revue était très spécialisée sur le genre.
Et évidemment, on ne savait absolument pas que la revue allait devenir culte. On avait un ton particulier, on a fait des couvertures que personne ne faisait à l'époque, comme celle qu'il y a derrière moi. Ce mix de tout ça, de passion de cinéma, de ne parler que de films de genre, de mettre en avant des réalisateurs qui étaient un peu honnis par la critique mainstream, comme, je sais pas, John Carpenter, je cite ceux qui sont derrière moi, voilà, John Carpenter, ou George Romero, ou Tobe Hooper, ou Mac Tiernan. Avec le temps passé, on est devenu un peu culte. Dis-moi, Christophe, sur Paramount Channel, en ce moment, tous les derniers vendredis de chaque mois, il y a des soirées Starfix et je crois que tu as contribué à l'élaboration de ces affiches. On a eu la soirée, c'est toujours des soirées double affiche. Hein. Creepshow, La peau sur les os, prochainement Rio Lobo et Little Big Man. On a proposé de présenter des soirées sous le label Starfix parce que c'était un peu évident. Paramount, ça aurait pu être Warner, hein, ça aurait pu être d'autres, mais bon, Paramount, c'est quand même la chaîne de Jerry Lewis. Moi, je suis ultra fan de Jerry Lewis. Pareil. Et donc, dans ces films, donc, au total, il y a 20 films qui ont été regroupés par double programme thématique. Du coup, il y a de tout. Il y a du Bronson, du Steve McQueen, du Transformer, des films d'horreur. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté notre invitation. Et bien de rien. Starfix, c'est vrai, hein, c'était mythique hein, quand on était, moi en tout cas, ado, quand on découvrait ces couves là tous les mois, c'était quelque chose, quoi. Et bien, voilà, sur Paramount maintenant. Eh ouais. Quant à vous, ne zappez pas, le buzz continue sur Paramount Channel avec Hugh Jackman et la comédie musicale The Greatest Showman. Si vous pouviez faire apparaître quelque chose comme par magie, ce serait quoi? Un lion, un éléphant ou un géant? Oh, comme la lune. Les filles, je crois que j'ai une idée. Et son idée, c'est de créer le plus grand cirque du monde. Il y aura des frères siamois, des Lilliputiens et même une femme à barbe. Partons à la découverte de The Greatest Showman, ou la vie de Barnum, revisitée par les compositeurs de La La Land. This was some of the most technical choreography I've ever attempted. It's not working. Hold on. One more time. We just rehearsed and rehearsed over and over. You think you're ready for it, and then you show up and you're like, there's just a meltdown. It's mental meltdown. We were working so hard, and we're always like, no, another take. We want to do it again. We want to get it right. When the sharpest words want to cut me down. We face challenges every day, and they're long days, but we're getting a lot done. After multiple takes, people are tired. When you have Hugh Jackman out the front and he's giving 150%, you don't want to be the person who's not. Everybody's in there sweating and rehearsing. We're all in this together. The theme of this movie about oddity is everyone has something to add. Everyone is part of this family. It's not a usual film atmosphere. À l'origine de l'avant-première de cette semaine, il y a un fait divers bien réel, survenu il y a 24 ans, à quelques semaines des Jeux Olympiques d'hiver de 1994. L'agression de la patineuse Nancy Kerrigan à coups de barre de fer par des proches de sa grande rivale, Tonya Harding. Aussitôt décrite par les médias comme celle qui a monté l'attaque, Tonya Harding entame alors une véritable descente aux enfers. Moi, Tonya, avec Margot Robbie, c'est l'avant-première du buzz. The haters always say, Tanya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. What is going on? We're with the FBI. They know something. Was a kid, did you ever love me? I made you a champion, knowing you'd hate me for it. That's the sacrifice a mother makes. You cursed me. America, they want someone to love, but they want someone to hate. I mean, come on. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend?
S'il y a bien un jeu qui suscite toutes les attentes et qui va affoler l'année 2018, c'est Dragon Ball FighterZ. Retour à la 2D, développement assuré par Arc System Works, l'un des poids lourds japonais du jeu de baston. Le résultat est somptueux pour un jeu qui s'adresse à tous, les férus de combat exigeants comme les néophytes amoureux du manga et de l'anime. Quand on parle de jeu de combat, beaucoup de gens ont l'image d'un titre très exigeant techniquement. Mais comme il s'agit d'un jeu Dragon Ball, nous avons voulu faire en sorte qu'il soit aussi facile d'accès et que les premières parties ne soient pas trop frustrantes. On retrouve bien sûr toute la profondeur technique et les combinaisons de coups d'un jeu de combat, mais nous ne voulions pas non plus décourager les joueurs novices. Le jeu a un aspect animé très prononcé. Il tourne en 60 images par seconde et chaque image est animée indépendamment. Cela offre un rendu très soigné qui met vraiment en avant tout le travail d'animation et rend les combattants très expressifs. Beau à couper le souffle, technique et fun, avec Dragon Ball FighterZ, le Kamehameha fait son grand retour en grâce. « 1905, San José, États-Unis. Après avoir perdu mari et fille, Sarah Winchester, membre de la famille à l'origine des armes du même nom, noie son chagrin dans la construction d'un manoir démesuré. La maison Winchester, site américain réel prétendument hanté, devient en BD un antre de la pénitence. Une maison des souffrances et des cauchemars, un purgatoire dans l'espoir d'une rédemption. Je pense que c'est une histoire d'horreur américaine typique, parce que les armes y sont associées. On peut par ailleurs avoir l'impression d'un récit à la Lovecraft, et cela vient du travail graphique de Yann, ces visions organiques qu'il offre. Il faudra l'arrivée d'un étranger au passé trouble et lui aussi en quête de pardon et d'oubli pour montrer à Sarah la vérité, celle de notre monde. Car dans l'antre de la pénitence est une allégorie de la violence naturelle de l'homme. Ça n'en finit jamais. Et c'est ce que le livre dit. Le sang continuera de couler éternellement. Je crois malheureusement qu'il n'y aura jamais de régulation de quelque sorte. Je pense que c'est trop enraciné dans la culture américaine et cela s'exporte. Les armes font partie intégrante des films, des séries. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette semaine, Hugh Jackman chante et danse dans The Greatest Showman. Et ce n'est pas la première fois que Wolverine s'essaie à la comédie musicale. En 2012 déjà, Jackman campait un Jean Valjean tout en vocalise dans l'adaptation hollywoodienne des Misérables. Mais la performance la plus bluffante de l'acteur dans la discipline, c'est son show d'introduction des Oscars 2009. 8 minutes à couper le souffle. Vous trouverez les images sur le net et vous allez voir, c'est vraiment lui, The Greatest Showman. C'est la fin de ce buzz. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.